Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM. C'est la deuxième partie qui démarre maintenant avec notre invité. Il s'agit du professeur Wolu Komi qui est le porte-parole du CAP 2015. Encore une fois, professeur, bonjour. Bonjour, Jochin. Alors, bonjour à tous les auditeurs également. Voilà, ma toute première question à vous avant de revenir au Togo. Vous avez suivi également ce qui s'est passé au Nigeria. Quel sentiment vous a animé? Vous savez, l'Afrique est habituée aux événements souvent très tristes. Et lorsqu'il y a des événements heureux, il faudrait pouvoir les saluer. Et cela ne signifie pas que je supportais un candidat par rapport à l'autre. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais du respect des principes. Quand on va aux élections, quand bien même on est au pouvoir et qu'on organise des élections, il est possible qu'on les perde. Et lorsqu'on les perd, il faut reconnaître humblement qu'on les a perdus, parce que perdre les élections, ce n'est pas la fin d'une vie. Perdre les élections fait partie du jeu démocratique. Et lorsque l'on perd les élections et qu'on reconnaît qu'on a perdu les élections, et ça vous grandit en quelque sorte. Et ça rend, en tout cas, ça fait honneur à l'Afrique. Les élections, les dernières élections, je ne parle pas de les élections d'il y a 4 ans environ au Nigeria, ont donné lieu à des affrontements. On a connu 1000 morts. Voilà. Aujourd'hui, nous voyons les gens célébrer donc cette victoire dans des conditions pacifiques. Et je crois que c'est un événement à saluer. Et nous espérons tout porte à croire que selon les observateurs internationaux déployés dans ce grand pays d'Afrique, que le vote avec la biométrie, ça a permis de réduire un tant soit peu ou sensiblement la fraude électorale, ce qui a poussé Goodluck Jonathan à très rapidement admettre sa défaite. Oui, dans tous les cas, le système qui soit plus efficace, je crois, est un fait. Et il faut le reconnaître. Mais vous savez, il y en a qui, malgré la preuve inévidente, qui auraient pu chercher à y mettre le feu. Mais nous disons quand même que le fait qu'il ait assez rapidement reconnu sa défaite a pu donc calmer ses partisans. Et je crois que c'est la même situation qui s'était produite, je crois, au Sénégal, lorsque le président Wade avait rapidement reconnu sa défaite pour éviter des tensions inutiles. Donc l'Afrique grandit. Je crois que ce sont des éléments positifs vraiment à prendre en considération et espérons que d'autres événements ne reviendront pas remettre en cause cette situation. Et à suivre, quand nous suivions que ce soit sur France 24, RFI et bien même TV5 Monde, c'est que beaucoup d'auditeurs ou bien beaucoup de panafricains estiment que cet exemple nigérien doit constituer un bel exemple pour le Congo, pour le Togo. Ils l'ont cité nommément. Oui. Et ils ont toutes les raisons de citer le Togo, parce que la communauté internationale et les Togolais, tous ensemble, sont habitués à ce que des résultats qui ne sont pas conformes à ceux sortis des urnes soient proclamés au Togo. Et lorsque le processus en cours, on se rend compte que finalement les résultats ne permettront pas au pouvoir en place de gagner, on l'interrompt. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé en 1998. Et je crois que ce sont des éléments, ils ont raison de citer le Togo, et j'espère que le président de la République a suivi cela aussi comme il se doit, et qu'il pourrait tirer exemple de cette situation, un modèle de cette situation, et qu'il soit rassuré. Mais cela ne voudrait pas dire... Est-ce que cela voudrait dire que forcément, ceux qui sont contestés par une frange de l'opposition dans tout pays au monde, surtout en Afrique, forcément, si ceux qui sont au pouvoir organisent les élections, ils doivent les perdre? Nous ne disons pas qu'ils doivent les perdre, mais lorsqu'il y a des évidences, il faut les accepter. Et je parle particulièrement du cas du Togo. Vous le savez, la communauté internationale le sait. Et les résultats qui sont proclamés ne sont pas les vrais. Et vous avez vu, je le répète, ce qui s'est passé en 1998. Et vous avez vu ce qui s'est passé en 2005, alors que l'opposition avait les procès-verbaux, donc en train de démontrer clairement sa victoire. On envoie la police pour les mettre en déroute et saisir les procès-verbaux. Vous voyez que ce sont des faits qui ne trompent pas. Si vous êtes sûr de votre victoire, vous n'allez pas vous comporter de cette façon. Et c'est une évidence pour nous que ce régime se maintient au pouvoir, et non pas parce qu'il gagne, mais parce qu'il a décidé de se maintenir au pouvoir contre la population. Et s'il était convaincu véritablement que
s'ils s'attendaient véritablement à ce que les résultats des urnes soient proclamés, je ne pense pas qu'ils se comporteraient de la façon dont ils se composent à l'égard des travailleurs qui ne font que réclamer leurs droits. Cela voudrait dire qu'ils comptent sur autre chose. Nous allons quand même en parler tout à l'heure. Professeur, nous ne sommes pas encore en campagne électorale, mais tous les 5 candidats sont continuellement sur le terrain. Alors, pourquoi CAP 2015 ne compte absolument plus laisser de localités où la main ne passe et ne repasse? Et vous savez, pour nous, tout Togolais, où qu'il soit, une voix, c'est une voix. Et puisque nous ne comptons que sur la majorité pour gagner, et nous essayons de sensibiliser tous les Togolais. Et ce n'est pas tout. Cela voudrait dire aussi que lorsque CAP 2015 sera au pouvoir, il n'y aura aucune localité qui sera méprisée. Nous sommes là pour tous les Togolais et nous serons là pour tous les citoyens togolais et pour toutes les localités sur l'ensemble du territoire. Nous avons à ratisser très large, je dirais même toute la population togolaise, de sorte que après ces élections, nous puissions effectivement exercer le pouvoir comme il se doit. Et donc, nous entendons continuer cela, nous ferons tous les tours pour que toutes les localités... Est-ce que vous ne risquez pas de lasser ou carrément d'être fatigué quand la campagne elle-même va s'ouvrir? Aucun sacrifice ne sera trop grand lorsqu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Et nous pensons que nous n'allons pas nous fatiguer. Il y a longtemps que nous avons commencé cela. Et tant que le Togo n'aura pas accédé donc à cette démocratie, je crois que nous n'aurons pas le droit de dormir. Et là, professeur, nous sommes lolés. Et là, professeur, quelles sont les grandes priorités auxquelles vous vous attellerez si les Togolais vers qui vous allez à travers tout le pays en ces moments-ci vous accordez leur voix? Vous savez, il y a un impératif absolu. Et il faut reconnaître que le tissu social dans notre pays est totalement déchiré. Il faut reconnaître que ce régime est parvenu à faire, à laisser penser que notre pays est divisé en ethnies et que il n'y a pas une sorte d'union ou bien d'unité dans notre pays. Il faut reconstruire ce tissu social. Nous avons dit, notre pays aujourd'hui ne constitue pas une nation comme cela se doit. Pourquoi? Parce que les gens sont traités parfois en raison de leur ethnie, les gens sont traités en raison de leur appartenance politique, et tous ces éléments doivent disparaître. Et pour que cela disparaisse, il faudrait d'abord réaffirmer un principe, c'est que tous les Togolais sont égaux. Et sur cette base, il faut joindre l'acte à la parole. Toute sorte de discrimination doit disparaître. Ensuite, vous l'avez vu, la gestion dans notre pays est une gestion catastrophique. Il faut poser un principe et faire suivre les actes également. C'est dire que chaque Togolais, où qu'il soit, doit pouvoir justifier son train de vie. En d'autres termes, ces enrichissements illicites où les gens vivent dans l'opulence au-dessus de leurs moyens et au détriment de l'État et au détriment de tous les autres citoyens, tout cela, on doit l'arrêter immédiatement. Là, ça voudra dire, vous êtes à contrario à ce que Jean-Pierre Fabre disait dans les plateaux, que si lui, il est élu, il n'y aura pas de chasse aux sorcières? Et vous pensez que mettre fin aux discriminations, c'est une chasse aux sorcières? Mettre fin, si vous voulez, à l'impunité, est-ce que c'est une chasse aux sorcières? C'est l'application de la loi. Regardez, pourquoi vous ne vous êtes pas demandé, l'Afrique est à la traîne depuis plusieurs décennies. Pourquoi on ne se pose pas cette question? Nous avons vécu pratiquement, si vous voulez, toujours, très souvent dans l'illégalité, le refus de respecter nos lois. Demander qu'on respecte les lois, est-ce que c'est une chasse aux sorcières? Pas du tout. Nous disons simplement que la loi doit être appliquée. Quand nous disons que la loi doit être appliquée, mettre fin donc à la corruption, mettre fin au détournement, pour que les biens de l'État puissent servir tous les Togolais où qu'ils soient, et quelle que soit leur ethnie, et quelle que soit leur croyance politique ou religieuse, je ne crois pas que ce soit une chasse, si vous voulez, et à qui que ce soit. Et vous l'avez vu, je le disais il y a quelques instants, que le président de la République soit rassuré. Le CAP ne vient pas, en réalité, pour chasser les uns ou les autres. Le CAP, convaincu des valeurs démocratiques, vient pour que le Togo s'inscrive dans une ère de démocratie et qui permette donc à chaque Togolais de se sentir au Togo comme chez lui. Et
personnellement, je vous en donne ma parole et je sais que je parle au nom du CAP et de ce point de vue également, je vous donne la parole du CAP. Et on attend de voir le 25 avril prochain. Mais les préparatifs vont bon train dans le cadre du scrutin du 25 avril, mais certains acteurs politiques de l'opposition, bien évidemment, parlent toujours de mascarade électorale. Alors, professeur, pensez-vous au CAP 2015 que les conditions d'organisation du scrutin se réunissent pour que votre candidat soit proclamé vainqueur au soir du 25 avril prochain? Vous savez, s'il faut parler des conditions idéales, nous ne l'avons pas. Mais dans ces conditions, faut-il dire que nous renonçons aux élections? Pas du tout. Disons que les conditions idéales ne sont pas remplies. Vous-même, vous avez vu tous les problèmes que nous connaissons et nous avons dénoncés, et aussi le souhait que des réformes réelles soient faites. Mais pour pouvoir gagner dans une partie donnée, je crois qu'il faut connaître son adversaire. Et dès le départ, nous avons compris. Et nous savons que ce que veut ce régime, vu son impopularité qui est de notoriété, c'est de tout faire pour que l'opposition n'aille pas aux élections. Quand vous savez que c'est la stratégie de votre adversaire, vous devez vous mobiliser pour contrecarrer cette situation. Et nous disons que nous avons recensé les différentes étapes dans lesquelles les fraudes peuvent être opérées. Et notre objectif est de tout faire pour pouvoir, en quelque sorte, rompre ces chaînes, pour pouvoir mettre à échec leur stratégie, en quelque sorte, les tentatives de fraude. Nous ne dirons pas que les conditions sont réunies, mais nous comptons également sur notre détermination et sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire échec, si vous voulez, donc, à leur stratégie. Les conditions ne sont pas idéales, mais nous disons que nous avons l'obligation de nous battre. Nous ne devons pas leur laisser un mandat de 5 ans. Nous ne devons pas capituler. Et pour cette raison, une fois encore, nous appelons tous les Togolais, nous demandons à tous les citoyens de se mobiliser, et même à ceux qui ont demandé que les élections soient boycottées, je leur dis qu'il est encore temps de se ressaisir. Il est encore temps de se ressaisir. Et d'aller accomplir leur devoir civique. Non pas simplement d'aller accomplir leur devoir civique, mais de se joindre à nous. Pourquoi? Parce que se joindre à vous, il y aura quand même un moment et nous allons en parler longuement. Et ce serait à partir du 10 avril prochain. Mais quand même, pourquoi avez-vous remplacé M. Améléonou, Issem et Nabourema Bemba par Jean-Jacques Teko et Francis Pedro Amouzou? Est-ce dans les conditions d'amélioration dans le souci d'améliorer les conditions de transparence du scrutin? Vous savez, nous sommes ensemble dans un système où il y a le CAP, mais vous n'oubliez pas que les deux sont de l'ANC. Et je vous le dis ceci par rapport aux discussions que nous avons eues avec eux, et en réalité, il s'agit d'une décision, même d'une démission, pour des raisons de réorganisation. Vous savez, les campagnes commencent bientôt et ce sont des personnes qui occupent, si vous voulez, des postes de responsabilité au sein de leur parti. Et ils doivent être redéployés également sur le terrain, dans le cadre des meetings, dans la prise en compte, dans les contacts qu'ils doivent avoir avec certaines localités. Et vous voyez, cela n'a rien, si vous voulez, d'extraordinaire. Je crois que c'est un parti qui, dans le cadre d'optimiser ses ressources humaines, dans le cadre de ces élections, et il y a eu des discussions internes et je crois qu'une décision a été prise. En tout cas, je n'y étais pas, mais vu la coopération, la collaboration qui existe entre nous, nous échangeons souvent pour mieux comprendre certaines situations. Et c'est ce que j'ai pu comprendre des discussions que nous avons eues. Vous êtes un des responsables du parti Pacte Socialiste pour le Renouveau, PSR, et vous avez également votre représentant à la CENI. À quand le rapport des experts de l'UEF qui travaillent sur le fichier électoral? Je crois qu'ils sont censés travailler dans une sorte de confidentialité. Et tout comme vous, je suppose que nous devons attendre ces résultats et leur laisser peut-être le temps de dire ce qu'ils auront à nous dire. Donc pour l'instant, sur cette question, et je préfère ne pas me prononcer. Voilà. Mais avez-vous cherché à comprendre pourquoi le gouvernement se serait départi de l'expert de l'Union européenne? Est-ce que celui-ci aussi travaillait avec la CENI? Oui, mais j'avoue que sur ce point, personnellement, je ne suis pas très informé et je suppose que les autres du groupe le seraient davantage. En réalité, notez aussi que j'ai été absent pour un certain temps du pays et je suis revenu il y a quelques jours, donc je ne saurais pas suffisamment vous donner d'informations sur cette question. Oui. Face à tout ce qui se passe dans le pays, il y a une partie aussi de l'opposition
opposition qui prône, qui demande ou exige qu'on aille plutôt à une transition que d'aller à une élection, vu les situations actuelles. Vous savez, pour qu'il y ait transition dans un pays, ou bien pour qu'on opte pour une solution donnée, il faudrait que tous les protagonistes se mettent d'accord. Et nous avons en face de nous un régime. Si le régime vous dit non, et je vais vous dire, cette question de transition dont on parle ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je peux vous dire qu'il y a déjà plus d'1 an et demi où d'autres personnes m'ont approché, j'ai discuté avec eux. Ils ont essayé de prendre des contacts de tous les côtés. Je sais de quoi je parle. Et je vous dirais peut-être même que ceux qui portent ce message sur les médias n'en sont pas nécessairement ceux qui ont pris cette initiative. En tout cas, avant que cela ne soit dit sur les médias, ceux qui ont pris cette initiative m'ont approché, avec qui moi j'ai fait des échanges. Ce ne sont pas ceux qui aujourd'hui sont porteurs, même sur les médias, de ces éléments. Et je crois qu'ils ont tâté le terrain. Ils ont discuté avec l'opposition, ils ont discuté avec certains membres du régime. Et je crois que c'est parce qu'ils se sont rendus compte que disons, cette démarche n'obtiendra pas, si vous voulez, l'adhésion donc de certaines personnes qui sont considérées comme des acteurs principaux, qu'ils se sont retenus. Et donc, dans ces conditions, comment voulez-vous que nous nous engageons si nous disons qu'il faut une transition? Et si les autres n'en veulent pas? Et si on doit faire une transition, elle doit se faire sur quelle base? Et quel doit être le contenu qui dirige cette transition? Comment devons-nous le faire? Il faut que ces éléments puissent être discutés. Mais nous ne sommes pas sûrs aujourd'hui que ce soit vraiment encore temps. Mais si le régime décidait et véritablement qu'on s'asseye, qu'on débatte sérieusement de ces questions, pourquoi pas? Le Front social est en ébullition et un véritable bras de fer aujourd'hui entre le gouvernement et la synergie des travailleurs, mais sur les réseaux sociaux et dans dans certaines parutions, il se suppute que la synergie des travailleurs du Togo aurait approché l'ANC ou le CAP 2015 dans le cadre de sa marche citoyenne pacifique du 8 avril prochain. Mais sur cette question, je vais vous dire que je ne sais pas vraiment s'il y a eu un quelconque contact pour que cette marche soit organisée ensemble. Mais je vous dirai ceci. Et j'ai lu qu'on sollicitait des marcheurs professionnels. Et ceux qui parlent de cette façon, vous savez, chacun réagit par rapport à son niveau de compréhension. Parfois, quand on montre la lune à une personne, il ne regarde que le bout du doigt. Il n'y a pas de marcheur professionnel. Les gens ne comprennent absolument rien des principes démocratiques et l'enjeu, si vous voulez, dans notre pays. Et ensuite, je vais vous dire ceci, que la synergie essaie de rencontrer peut-être des responsables des partis politiques, à supposer que ce soit vrai. Quoi de plus normal? Savez-vous que nous avons rencontré par le passé les syndicats? Savez-vous que nous avons cherché à rencontrer les religieux et nous avons rencontré les religieux? Savez-vous que nous avons cherché par le passé à rencontrer le patronat? Quoi de plus normal que des pôles, si vous voulez, du pays puissent se retrouver, discuter? Quoi de plus normal même qu'on puisse se retrouver entre partis politiques et parfois même des partis qui n'ont pas les mêmes tendances? Pouvoir discuter pour pouvoir échanger sur un certain nombre de choses. Et pour moi, à supposer qu'il y a eu cette rencontre, à supposer véritablement qu'il y a eu cette rencontre, et quel a été l'objet des discussions? Je n'en sais rien. Et à ma connaissance, pour l'instant, je vous dirai non. Je dis bien à ma connaissance. Mais à supposer qu'il y a eu cette rencontre, je crois que ce serait véritablement descendre dans la boue que de faire cette interprétation. Sinon, du côté du gouvernement, on lit derrière les actions de la STT ou le durcissement du ton, comme s'il y a des velléités politiques, des mers obscures, juste pour pousser à ce que le scrutin ne se déroule pas dans la tranquillité. Le gouvernement lit dans le comportement des autres ses propres attitudes. En réalité, vous savez que pendant très longtemps dans ce pays, le régime RPT a manipulé les gens. Vous êtes témoin de ces déclarations qui se font sur les antennes et même des gens qui revendiquent des meurtres qu'ils ont eu à commettre, etc., sans impunité. Parce qu'ils ont toujours opéré de cette façon, ils pensent bien évidemment que les autres opèrent de cette façon. Regardez, comparez par vous-même et regardez la situation des travailleurs togolais. Dire par exemple à un travailleur qui vit ces situations que vous connaissez, qu'il est manipulé ou bien qu'il veut que les élections se passent dans de mauvaises conditions,
Et je crois que c'est du mépris, en réalité, pour les uns et les autres. C'est du mépris. Ah oui, mais également du côté du gouvernement et même la majorité silencieuse, disons le MJPJ l'a exprimé récemment, il y a 3 jours, que de 2005 à aujourd'hui, il y a eu sensiblement ou considérablement de l'évolution au niveau des salaires. Donc, la STT devrait quand même savoir raison garder dans ses revendications. Mais qu'ils viennent vérifier donc cette évolution dans les salaires, qui nous donne le coût de la vie, comment ce coût de la vie a pu augmenter, et qu'on fasse l'évaluation entre cette augmentation des salaires et l'augmentation de la richesse des patrimoines des partisans du régime. Et si vous voulez bien comprendre ce que je dis. Mais nous sommes dans un système de corruption généralisée. Nous sommes dans un système d'enrichissement illicite. Nous sommes dans un système où on ne rend pas compte et on dit aux travailleurs qu'on augmente leur salaire. Et ces gens qui sont financés par le système et qui ne connaissent pas, si vous voulez, les difficultés auxquelles les Togolais sont confrontés, peuvent dire ce qu'ils pensent. Et les travailleurs togolais savent ce qu'ils vivent. Et je vous le dis en toute sincérité, quand je vois mon salaire, vous-même, laissez-moi évoluer, quand je vois mon salaire et que je le compare par rapport à l'ensemble des travailleurs togolais, je me dis que dans une certaine mesure, nous sommes mieux placés, nous enseignants d'université, dans une certaine mesure, je le dis, par rapport aux autres salaires. Mais quand je constate... Vous connaissez. Mais quand je constate... est-ce que c'est là que vous avez constaté? Un instant, ce que je voudrais dire, oui. C'est une question de comparaison. Je ne dis pas que nos salaires sont bons. Je dis simplement que ces salaires, comparés peut-être aux salaires dans d'autres secteurs, peuvent être considérés comme acceptables. Je le dis. Bon. Mais quand je vois les difficultés auxquelles je suis confronté et je compare cela par rapport aux autres, je me dis effectivement que les autres sont dans des situations suffisamment graves, très graves également. Et dans ces conditions, dire qu'il y a une amélioration sensible et au même moment, s'il y avait une transparence dans la gestion de l'État, vous pourriez expliquer aux gens, voici ce que nous avons comme recette, voici ce qui est possible, voici ce qui ne l'est pas. Mais les gens auraient pu comprendre. Mais lorsqu'on sait que des fonds sont dépensés parallèlement pour des futilités, lorsqu'on sait que nos dirigeants ne rendent pas compte, je le dis, je le répéterai toujours, nos dirigeants au Togo sont au-dessus de la loi. Le président de la République est au-dessus de la Constitution. C'est qu'est-ce qui peut le prouver, professeur? De toute façon, mais ne m'obligez pas, me prêter cet intéressé par cette vous avez dit qu'est-ce qui le prouve, il faut que je parle. Mais quand même, oui. Quand le CST avait été financé aussi en 2013, vous n'aviez pas pu rendre compte à la population, ne serait-ce au cours d'une conférence de presse. Mais à moins que je me trompe. Un instant, quand vous demandez, quand le CST a financé, et nous avons été financés, c'est pour des activités électorales. S'il y a un système de contrôle qu'on demande à la Cour des comptes de venir et contrôler la gestion de ces fonds ont été, si vous voulez, utilisés dans la campagne électorale. Mais nous attendions que vous puissiez même devancer la Cour des comptes. Attention, faites la part des choses. Si les fonds ont été affectés, les fonds sont devenus, si vous voulez, une propriété de l'organe. J'arrive d'abord de l'organe qui en a fait la gestion. On ne peut que contrôler, si vous voulez, éventuellement son demande des comptes par rapport à cette gestion. Mais attention, on ne peut pas comparer cette situation au fait que vous puisez dans les caisses de l'État alors que c'est indûment que vous le faites. Les fonds qui ont été faits ont été affectés comme il se doit, dans la légalité. Donc, certains Togolais veulent vous poser des questions sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Le premier intervenant est déjà en ligne avec nous. Nous allons le prendre. Bonjour. Bonjour, Zachar. Oui, Kaindek, votre question. Bonjour, professeur. Bonjour, Kaindek. Il y a quelque chose qui m'a intrigué jusqu'à présent, c'est que le CAP 2015 n'est pas le seul à se présenter aux élections présidentielles. Il y a encore d'autres candidats. Mais chaque fois, et vous êtes accusé. Et quel sens vous pouvez me donner aujourd'hui par rapport à cette accusation? Il va vous répondre aussi. D'accord. 22 21 80 99 92 02 80 63. Nous allons prendre le... Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui. Oui, c'est très étonné ce matin.
Chacun de notre professeur dit qu'il n'y a pas amélioration des conditions de vie d'un fonctionnaire depuis 2016 jusqu'aujourd'hui. Lui-même, il est fonctionnaire. Et il peut dire au Togo aujourd'hui que le salaire n'a pas augmenté jusqu'aujourd'hui, depuis 2016 jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Il va vous répondre tout de suite, cher ami comme la vie. Maintenant, nous allons prendre Ali. Bonjour Ali. Oui, Ali. Bonjour. C'est Ali Dou. Oui, Ali. Ah, Toko, merci. Votre question? Oui. Non, c'est pour savoir, est-ce que la ligne s'entrecoupe, quelques petites coupures là. Allô? Je dis, hein? Oui. Est-ce que le CAP 2015 a pu avoir les dispositifs au niveau des préfectures? Parce que avec quand on fait les élections, c'est au niveau des préfectures, il y a des fraudes. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons prendre Coco. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur. Je voulais vous demander, est-ce que si les 4 candidats de l'opposition de la course, est-ce qu'il y aura une élection avec le seul candidat du pouvoir? D'accord. Deuxième question. Où est passé l'appel des partis et son leader qui nous a dit que si l'opposition s'organise et que sans les réformes, ils vont battre le pouvoir. Où est-ce qu'il est passé? Je n'ai pas bien là, il parlait de Fulbert Atisso. Alors, on va prendre le dernier intervenant, voilà, le technicien faisant signe. Alors, Kaindek vous a posé la question de savoir, le plus souvent, les gens accusent, vous êtes 4, cependant on accuse le CAP 2015 seul. Est-ce que vous pouvez lui expliquer un peu cette situation? Je voudrais d'abord dire que ceux qui sont mieux placés pour expliquer cette situation, probablement, moi je donnerai mes arguments, mais ceux qui sont mieux placés, ce sont ceux qui nous accusent. C'est à eux de dire en réalité pourquoi c'est le CAP 2015 qu'ils accusent. Mais relativement à ma lecture, 2 lectures sont possibles. Ou bien ils estiment que le CAP 2015 constitue la force la seule force significative en quelque sorte. Et dans le cas donc de ces élections, la seule force significative qui puisse faire face aux candidats du régime, ce qui est une vérité, ce qui est une réalité, ou peut-être que par intention également délibérée de compromettre les actions du CAP 2015. Donc les 2 interprétations sont possibles. Mais ceux qui sont mieux placés pour donner les explications, je crois que ce sont ceux-là qui nous accusent. Et bien, dans tous les cas, nous n'allons pas nous laisser divertir. Nous devons continuer parce que l'objectif nous paraît primordial. C'est l'avenir du Togo qui en dépend. Comme l'a vu, lui, il s'est dit étonné que vous ayez dit que vous n'avez pas constaté l'amélioration au niveau des salaires des fonctionnaires du pays. Voilà. Et je le disais il y a quelques instants, chacun réagit par rapport aux informations dont il dispose et aussi à ses capacités d'analyse. Je vous donne simplement un exemple. Quand moi j'avais commencé à travailler, et c'était en 1996, j'avais un salaire en 1996, 196 000 francs. À l'époque, le carburant coûtait 205 francs le litre. Par exemple, 205 francs le litre. À l'époque, j'étais jeune enseignant, j'avais loué et je payais 18 000 francs comme loyer. Voilà. Entre-temps, mon loyer est passé à 75 000 francs. Entre-temps, le litre d'essence est passé au-delà de 500 francs. Dites-moi, si mon salaire devenait à 600 000 francs, par exemple, parce que mes salaires ont augmenté, je dirais que ma situation a été améliorée. Non, qu'ils sachent que ce n'est pas une augmentation arithmétique qui règle le problème. Il faut prendre en général le contexte. Quel est le coût aujourd'hui de la cherté de la vie? Ce sont ces éléments qu'il faut prendre en considération et voir également quelles sont les ressources qu'on produit au pays. Donc, quand il fait une telle affirmation, peut-être lui n'est pas confronté aux difficultés auxquelles font face les Togolais. Et j'ai eu à le dire également. Moi, je ne lutte pas pour ma situation personnelle. Je vous le dis en toute honnêteté, je le dis, je le réaffirme. Dieu m'est témoin, en réalité. Mais quand je vois la souffrance de la population, je me sens coupable de ne pas agir.
Et j'ai l'habitude de dire, il y a des situations dans lesquelles ne pas agir équivaut à faire du mal. C'est comme ça, moi, je le ressens au fond de moi-même et c'est ce qui justifie mon engagement et mon action. Donc, je ne pourrais pas dire parce que ma situation ne pose pas problème, il faut que je croise les bras. Voilà. Et CAP 2015, avez-vous pris des dispositions au niveau des préfectures pour que vous suiviez de bout en bout tout ce qui va se passer là? Voilà. Et de ce point de vue, nous faisons un travail permanent et c'est un travail qui doit être parfait. Disons qu'on doit essayer d'améliorer au jour le jour. Vous savez, la question est déterminante. Nous avons assisté à des situations dans lesquelles, à la veille des élections, on demande à prendre les contacts. Ils vont sur le terrain pour prendre les contacts de vos représentants dans les bureaux de vote, qui approchent, à qui on propose des sommes données pour qu'ils se comportent d'une certaine façon. Donc, disons sous forme d'achat de conscience. Sous forme d'achat de conscience. Ce sont des réalités, on ne me les a pas. Ce sont des réalités que nous connaissons. Et donc, cela signifie que nous devons continuer la lutte et permettre de faire échec à ces situations. Donc, dans les préfectures, aujourd'hui, nous avons des représentants et il faut continuer par travailler avec ces représentants à les sensibiliser de sorte qu'ils comprennent davantage la nécessité de faire évoluer la situation. Il semble que cela voudrait corriger en voulant mobiliser 135 millions. Oui, disons, vous savez qu'il y a différents aspects ou bien différentes étapes dans lesquelles il y a, si vous voulez, donc où les élections sont corrompues en quelque sorte, si vous le permettez. Et au niveau des bureaux de vote, lorsque vous êtes là avec deux personnes et que d'un côté on leur donne un certain moyen, on vient les nourrir, on leur donne un certain nombre d'avantages, vous voyez que vos partenaires ou peut-être vos représentants dans les bureaux de vote sont davantage exposés. Et c'est pour cette raison qu'il faut prendre les dispositions également pour pouvoir les mettre dans de bonnes conditions et leur permettant de faire leur travail comme il se doit. Si les 4 candidats, je ne sais pas si cette éventualité est possible, mais si les 4 candidats quittent la course, est-ce que Force seul pourra aller à cette élection? Si on était sûr qu'il n'irait pas à ces élections, j'aurais préconisé cette solution. Mais je peux vous dire avec une certitude absolue que les connaissants, même si tout le monde se retire, ils organiseront leur élection. Professeur Olo, nous sommes à la fin. Vous avez un mot de fin à placer à l'endroit de tous les Togolais qui nous écoutent. Je voudrais simplement dire à tous les Togolais que nous ne devons pas abdiquer. Si quelqu'un vient leur dire, écoutez, laissez tomber, boycotter les élections, c'est qu'on leur demande de donner un mandat supplémentaire à Fort. Il y a des situations dans lesquelles ne rien faire équivaut à faire du mal. Et quand on demande de boycotter, avec certitude, nous savons que les militants du régime ne vont pas boycotter. Alors je demande à tous les Togolais que chacun fasse son devoir. Nous pouvons malgré tout gagner. Merci professeur Wolo Komi, un des responsables du parti PSR et porte-parole du CAP 2015. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie.